Et demain, à quoi devons-nous nous attendre? Pour cette nouvelle capsule, le chercheur en informatique Vincent Barra et le philosophe Charles Baudon répondent aux questions d'élèves du lycée Jean Zay. Et c'est Clément qui les représente. Quelle est l'avancée la plus récente sur l'IA? Est-ce que l'IA va continuer à se développer à ce rythme et dans quel domaine en particulier? Vincent Barra? Alors, il y a 3 questions. Alors la première, il est assez difficile d'y répondre parce que l'IA étant imprégnée à tellement d'endroits et les progrès étant tellement rapides, c'est difficile de dire quelle est l'avancée la plus récente de l'IA. J'ai pas vraiment de réponse. Enfin, c'est pas que j'ai pas vraiment de réponse, c'est qu'il y en a beaucoup en fait. Suivant dans quel domaine d'application on parle, suivant si on s'intéresse plus à de l'applicatif ou à du théorique. Voilà, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que si on fait un petit peu, si on essaye de suivre un petit peu, si on fait un petit peu de veille sur les outils et sur les méthodologies d'intelligence artificielle, même en y consacrant sa journée entière, sa semaine entière, on n'arrive pas à suivre le rythme. Parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent autour de ça et il y a tellement de grands groupes qui sont capables de produire des choses de manière assez rapide autour de ces thématiques-là, qu'il est difficile de choisir quelle est l'avancée de l'IA la plus récente. Alors, est-ce que l'IA va continuer à se développer? Oui, oui, sans aucun doute. Il y a un outil assez classique pour regarder un petit peu l'évolution des technologies émergentes dans les sociétés. Ça s'appelle les courbes de Gartner. Bon, peu importe. Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai une technologie ou j'ai une avancée qui arrive sur le marché. Alors, les gens sont très, très enthousiastes. Donc, la demande, l'intérêt va grandissant, grandissant, grandissant. Et puis après, ça tombe dans un grand trou, dans la vallée du désespoir, parce que ça répond pas à toutes les attentes, parce qu'on n'arrive pas à faire marcher, parce que la technologie n'arrive pas à suivre les idées. Et puis petit à petit, au cours du temps, eh bien, on arrive à appliquer les choses, on arrive à avoir des données, la technologie s'améliore, et du coup, on arrive dans un plateau où les technologies sont mûres et sont appliquées. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est tout en haut du pic. Elle est tout en haut du pic d'intérêt. Il y a plein de gens qui s'y intéressent. On se dit qu'on va faire plein de choses avec. Et on n'est pas encore dans la descente de la vallée du désespoir. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, j'en sais rien. Mais oui, l'intelligence artificielle va continuer à se développer. Beaucoup de pays ont mis énormément d'argent dans ces technologies. Beaucoup d'entreprises privées investissent énormément. Et d'ailleurs, les entreprises privées investissent beaucoup plus que les États dans ces technologies-là. Ce qui font que, alors pour reprendre la première partie de la question, les avancées majeures aujourd'hui, malheureusement, si on peut dire ça, malheureusement, viennent plus du domaine privé que du domaine public. Donc oui, ça va continuer à se développer. Et dans quel domaine? Je dirais que l'IA va s'imprégner dans à peu près tous les domaines de la vie quotidienne. Aujourd'hui, si je devais citer un domaine qui intéresse beaucoup et qui va s'imprégner de plus en plus des technologies intelligence artificielle, c'est tout ce qui est autour des interactions sociales. On a parlé dans une précédente capsule de tout ce qui est relation aux autres. Comment j'arrive à interagir avec quelqu'un dans divers domaines. C'est des domaines où l'intelligence artificielle commence à avoir une place relativement importante et où sans doute les développements vont se faire de plus en plus importants. Et Charles Baudon, peut-être que le recul historique qu'on a sur les sciences et les techniques peut aussi nous aider à répondre à la question de savoir est-ce que l'IA va continuer à se développer à ce rythme? Alors, répondre de cette manière avec le recul historique, ça porte un nom en logique, ça serait faire une méta-induction, ça serait dire, comme ça s'est passé comme ça pour une certaine technologie, à l'avenir, ça risque de faire pareil. Le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est tellement nouveau, et ça ne ressemble tellement en rien à ce que les révolutions, même industrielles par exemple, ou techniques ont pu avoir, que c'est encore difficile de prévoir tout ce que ça peut faire. Moi, il y a un point, ou en tout cas pour répondre à ta question,
vis-à-vis de quelles sont les technologies récentes ou les avancées récentes en IA, il y en a un qui me semble très intéressant, c'est le deepfake, notamment, qu'on peut voir beaucoup sur des réseaux comme TikTok ou autres. C'est lorsque, à l'aide d'une intelligence artificielle, on peut remplacer ou faire bouger le visage de quelqu'un de telle façon à faire croire que son image dit quelque chose alors que ce n'est pas lui qui parle du tout. Faire une vidéo, par exemple, où quelqu'un parle, il y a un compte TikTok qui a été ouvert sur Tom Cruise, par exemple, et on croit que Tom Cruise parle et réagit, alors que ce n'est pas du tout lui, c'est quelqu'un sur qui on a mis le visage de Tom Cruise, mais comme l'IA est capable de simuler le mouvement des lèvres, les émotions sur le visage, les traits faciaux, etc., c'est saisissant de réalisme. Alors ça va provoquer beaucoup de dangers, sans parler de l'évidente question d'usurpation d'identité, mais ça va pouvoir aller beaucoup plus loin lorsqu'on pense que, par exemple, la société MyHeritage, qui fait des analyses d'ADN, investit énormément dans cette technologie-là. Pourquoi faire? Eh bien, évidemment, pour faire bouger le visage des disparus, des ancêtres. C'est-à-dire que ma génération, avec toutes les photos, avec toutes les IA, avec toutes les images qu'il y aura de moi, peut-être que la génération qui viendra après pourra faire bouger toutes les photos de moi et donc donner une simulation, me faire exister de manière post-mortem avec l'intelligence artificielle. Simuler ce que j'aurais dit en utilisant des modèles de probabilité. Si on me posait certaines questions, je serais peut-être complètement décédé, mais avec le deepfake, on va arriver à des expériences comme ça, presque surréalistes finalement. On aura l'éternel retour de l'être aimé, des gens pour qui le deuil sera rendu impossible, par exemple, parce qu'ils seront capables, avec leurs photos, de faire bouger, de discuter avec leurs disparus, comme s'ils étaient là, et que ces disparus leur répondraient comme s'ils étaient là aussi, alors que pourtant, ce ne sera pas le cas. Ça peut être une avancée qu'il faut, à mon avis, surveiller de très près, parce que, comme je l'ai dit, mais ça vaut le coup d'être redit, les questions d'usurpation d'identité vont être légion avec ça, mais encore plus important peut-être, sur le plan psychosocial, toutes les conséquences que ça va avoir sur notre capacité à faire le deuil. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, commence à loucher du côté de la vie individuelle, mais de la vie interne et de la vie intime aussi. Et c'est sur ces points-là, en plus des points juridiques qu'on a pu soulever dans les capsules précédentes et dans les questions précédentes, ou de créativité, sur les points d'immiscion dans la vie interne et intime des individus. Alors, je vais me permettre une question dans cette capsule d'anticipation. Est-ce que l'IA est la puissance économique de demain, Vincent Barra? Sans doute, c'est l'une des puissances. Disons qu'aujourd'hui, un pays qui ne se sera pas donné les moyens d'investir un minimum dans ces technologies-là d'une manière ou d'une autre, à la fois d'un point de vue public et d'un point de vue privé avec les entreprises du territoire, indubitablement, je pense qu'il accumulera du retard et qui sera, je dirais, moins puissant économiquement qu'un pays qui aura investi massivement dans ces technologies-là. Dire que c'est le seul levier de puissance économique, ça serait faux. En revanche, aujourd'hui, on voit bien avec toutes les politiques actuelles qui sont menées, avec tous les plans qui sont mis en place et tous les schémas d'investissement qui sont développés dans les différents pays, que ça devient un élément incontournable de la puissance économique d'un pays. Charles Baudon, vous souhaitez compléter? Oui, pour compléter, je peux poursuivre vraiment avec la question. Pour donner un exemple, en fait, il suffit de voir l'entreprise que j'ai nommée tout à l'heure, MyHeritage, qui a bien flairé l'affaire. Évidemment qu'à l'avenir, il y aura un marché immense pour des gens qui voudront communiquer ou avoir un semblant de communication avec des gens qui ont disparu. Pour donner un exemple, ça s'est déjà réalisé en Corée du Sud. Une mère avait perdu sa fille en 2016 et elle a fait appel à la société d'audio et de médias sud-coréenne, et
à travers un documentaire télévisé qui a été diffusé au grand public, elle a retrouvé une simulation de sa fille dans un espace de réalité virtuelle, avec un casque. Donc là, on n'est même plus dans de la dystopie, puisque c'est réel. Donc on voit dans les images, j'ai envie de dire, une pauvre femme éplorée, qui, sur un fond vert, avec un casque et des gants reliés électroniques, retrouve une image simulée de sa fille perdue. Et alors évidemment, c'est mis en scène, la petite fille lui demande de lui chanter joyeux anniversaire pour ses 7 ans, enfin bon, tout est mis en scène. Alors, il faut savoir, est-ce que c'est horrible, est-ce que c'est merveilleux? Bon, certains diront que c'était merveilleux pour elle, parce qu'elle était folle de joie de retrouver son enfant perdu, et de l'autre, certains diront que c'est horrible, parce que ça n'est pas vrai, elle n'a pas retrouvé son enfant perdu. Mais évidemment, des sociétés vont s'engouffrer dans ce genre de brèche, où on peut imaginer aussi des assistants psychologiques. Peut-être que plus tard, on aura des Freud 2.0 qui discuteront avec nous, et on aura un semblant de compréhension, et on aura un effet placebo qui feront croire que ça nous fait du bien, et puis peut-être que l'entreprise nous fera payer. Donc ça, c'est sur le plan privé. Mais sur le plan public, un peu plus général, c'est le numérique en général, qui va aussi être un acteur économique très important. Parce qu'il faudra se poser la question de qui possède les fournisseurs d'accès Internet, par exemple, qui permettront tout simplement de faire fonctionner les intelligences artificielles après, ou qui possède les câbles électriques sous-marins qui font transiter justement l'information et relient les continents entre eux pour qu'Internet fonctionne. Et puis, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y aura les ordinateurs quantiques aussi, qui vont être des grands enjeux géopolitiques de demain. Si l'intelligence artificielle est très certainement un des carrefours qui permettent de s'interroger sur toutes ces questions-là, le numérique, il faut voir vraiment à plus grande échelle, le numérique pose des questions déjà quasi post-mortem et presque surréalistes, alors que pourtant là c'est le surréalisme réalisé, ce qui est tout à fait étonnant. Mais Derrida, un grand philosophe qui est mort récemment, on lui posait la question qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez aux fantômes? Et lui, il répondait, mais vous ne voyez pas qu'avec les télécommunications, aujourd'hui, j'ai des voix de gens que je ne connais pas, que je n'ai pas vus, que j'entends qui sont là sans être là. Même nous, en ce moment même, dans la captation vidéo que nous faisons une expérience tout à fait étonnante. Je vous vois, mais en fait, je ne vous vois pas, pour de vrai. J'ai une image de vous, vous n'êtes pas là présent. Le numérique nous met dans des situations de présence et d'absence, de vivant et de mort, et rebouleverse complètement nos manières de voir et de percevoir le monde, et d'avoir un rapport non seulement au vécu psychique, aux vécus sociaux, aux questions économiques, et même au numérique lui-même. Parce que où est-ce que ça va? À quel moment le numérique s'interrompt et c'est la réalité? C'est peut-être, ça semble tout droit sorti d'une série télévisée, les questions que je pose, mais pourtant, avec les faits que l'on a aujourd'hui, c'est véritablement ces enjeux qui vont se poser et qui se posent dès aujourd'hui. Et d'un point de vue économique, évidemment, ceux qui seront capables d'avoir la main mise dessus ou de donner véritablement des réponses à la fois techniques et éthiques seront capables d'être des puissances économiques de demain. Merci beaucoup.